Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des fractures périprothétiques de hanche. Le topo a été réalisé par le docteur César Tourtoulou, sous la direction du docteur Yoann Le Gallois. L'incidence de ces fractures est d'environ 1,2% par an. Elle concerne principalement les personnes âgées de plus de 75 ans, le plus souvent de sexe féminin. Le risque relatif est également 5 fois plus élevé en cas de tige non cimentée et il est également augmenté en cas de chirurgie de révision. Les fractures peuvent survenir dans différents contextes, mais dans la plupart des cas, il s'agit de traumatismes à faible énergie, comme une chute mécanique de sa hauteur. Le pronostic peut être lourd en raison de l'alitement qu'imposent ces fractures chez une population souvent âgée et fragile. En effet, certains papiers retrouvent 10 à 20% de mortalité dans l'issue d'une fracture périprothétique. Pour analyser une fracture périprothétique, 3 éléments seront à prendre en compte. Le premier est la tige fémorale qui est en place. Le second est le manteau de ciment, dans le cas d'un implant cimenté. Et enfin, il faudra analyser le stock osseux périprothétique du patient. Le bilan diagnostique doit ainsi permettre de répondre à 3 questions. Où est localisé le trait de fracture au niveau du fémur ? Et la fixation de la tige, c'est-à-dire est-ce qu'elle est encore scellée ou au contraire est-ce que la tige s'est décellée au moment de la fracture ? Et enfin, existe-t-il une ostéolyse périprothétique pouvant modifier la stratégie thérapeutique ? Pour cela, le bilan diagnostique comprendra au minimum une radiographie de face et de profil de la hanche et du fémur. Et ce bilan sera complété par un scanner en cas de doute sur la localisation du trait de fracture ou sur l'état de fixation de la tige. À partir de ces 3 informations, Duncan et Masry ont décrit en 1995 la classification de Vancouver qui décrit 3 groupes de fractures en fonction de la localisation du trait de fracture. Le groupe A correspond aux fractures de la région trochantérienne. Il en existe 2 sous-types, le sous-type AL correspondant aux fractures du petit trochanter et le sous-type AG correspondant aux fractures du grand trochanter. Les fractures du groupe B correspondent aux fractures diaphysaires autour de l'implant fémoral. Il en existe 3 sous-types en fonction de l'état de fixation de la tige et de la présence ou non d'une ostéolyse périprothétique. Ainsi, le sous-type B1 correspond aux fractures diaphysaires autour de l'implant fémoral sans décèlement ni ostéolyse. Le type B2 correspond à une fracture de la région diaphysaire avec un décèlement associé de l'implant fémoral. Et enfin, les fractures du groupe B3 correspondent aux fractures diaphysaires avec un implant fémoral décellé et une ostéolyse périprothétique. Enfin, les fractures du groupe C regroupent les fractures diaphysaires situées à plus de 1 cm de l'implant fémoral en cas d'une tige non cimentée ou à plus de 1 cm du bouchon de ciment en cas d'un implant cimenté. Voici par exemple une fracture du grand trochanter autour d'une prothèse totale de hanche. On est donc face à un type AG. Les fractures périprothétiques de type B peuvent être plus difficiles à caractériser sur de simples clichés radiographiques. On a sur l'image de gauche la radiographie post-opératoire d'une prothèse totale de hanche gauche et sur l'image de droite une fracture périprothétique diaphysaire de type B. On peut se poser la question de l'état de fixation de la tige. Est-ce que c'est une B1? Est-ce que c'est une B2? Il faut donc analyser en détail les radiographies. On a par exemple l'impression ici que l'épaulement de la prothèse semble s'être enfoncé. Cette impression est confirmée lorsqu'on trace la perpendiculaire à l'axe diaphysaire passant par le sommet du grand trochanter. Cette ligne coupe la tête fémorale sur le cliché de gauche alors qu'elle passe au-dessus de la tête fémorale sur le cliché de droite. La tige s'est donc enfoncée, ce qui témoigne d'un décèlement. On peut donc classer cette fracture comme une B2. Les fractures de type C sont de diagnostic beaucoup plus aisé. Cette classification a été ensuite modifiée à l'occasion d'un symposium de la SOFCOT en 2005. Ainsi, les 3 index de fixation qui étaient appliqués seulement au groupe B dans la classification de Vancouver ont été appliqués au groupe A et au groupe C. On retrouve l'indice 1 pour une tige scellée, l'indice 2 pour une tige décellée et l'indice 3 pour une ostéolyse périprothétique. On a donc les sous-types AG1, AG2 et AG3 comme représentés ici, et par extension les sous-types AL1, AL2 et AL3, et également les sous-types C1, C2 et C3. Une autre modification importante apportée par la SOFCOT est la notion d'index de fixation restante qui correspond au rapport entre la portion de tige encore scellée
par rapport à la longueur totale de la tige, le rapport A sur B sur le schéma représenté ici, et cet indice, il est calculé pour les fractures de type B1. Il a été montré qu'un indice de fixation restante inférieur à 2/3 est un facteur élevé de décèlement précoce en cas d'ostéosynthèse isolée d'une fracture de type B1 et doit donc faire considérer ces fractures comme des B2. Par exemple, l'indice de fixation restante n'est pas le même sur cette radiographie, celle-ci, et sur celle-là. On ne pourra donc pas traiter de la même façon ces trois fractures, qui sont pourtant toutes les trois des fractures de type B1. Certains auteurs ont proposé plus récemment une extension de cette classification pour décrire les fractures interprothétiques. Une fracture de type C entre une prothèse de hanche et une prothèse de genou sera ainsi appelée double C, et une fracture située entre une prothèse de hanche et une prothèse de genou avec une quille fémorale sera appelée type D. Abordons maintenant les différents traitements possibles autour d'un algorithme thérapeutique. Pour les fractures de type A, il faut différencier les fractures déplacées des fractures non déplacées. Les fractures non déplacées pourront être traitées orthopédiquement avec en général une décharge totale ou complète du membre pour une durée de 6 à 8 semaines. Quant à elles, les fractures déplacées pourront dans certains cas être traitées de façon orthopédique en cas de comorbidité ou de contre-indication chirurgicale. Sinon, le traitement chirurgical par ostéosynthèse est la règle. Pour les fractures de type B, il existe également plusieurs possibilités thérapeutiques. Là aussi, les patients avec des comorbidités importantes peuvent être traités orthopédiquement, au cas par cas. En cas de fracture de type B1, il faudra déterminer l'indice de fixation restante sur un cliché radiographique de face. En cas d'indice de fixation restante supérieur à 2/3, un traitement conservateur pourra être envisagé avec une ostéosynthèse. En cas d'index de fixation inférieur à 2/3, le traitement ne pourra être conservateur et il faudra envisager un geste de révision prothétique qui peut être associé à une ostéosynthèse. Les fractures de type B2 devront elles aussi faire envisager une révision prothétique. Enfin, les fractures de type B3 imposent elles aussi une révision de l'implant qui peut être associée à une ostéosynthèse ou à une allogreffe. Les fractures du type C seront elles aussi traitées dans la plupart des cas chirurgicalement. Cependant, chez un patient aux antécédents lourds, ne pouvant supporter la chirurgie, le traitement orthopédique peut s'envisager également. Sinon, le traitement par ostéosynthèse est admis, sauf en cas de fracture instable, donc les types C2 et C3, où il faudra envisager là aussi une révision fémorale. Donc nous allons détailler un petit peu plus les deux types de traitements chirurgicaux possibles, qui sont l'ostéosynthèse et la révision prothétique. L'ostéosynthèse dans les fractures du groupe A peut faire appel à des cerclages, à des plaques crochets pour les fractures du grand trochanter, ou à un haubanage pour le grand trochanter également. Les fractures du groupe B font elles aussi appel au cerclage et aux plaques d'ostéosynthèse. La particularité ici est la façon d'obtenir une fixation proximale de cette plaque d'ostéosynthèse. Ceci peut se faire par différents moyens. Des cerclages peuvent être intégrés à la plaque, ou alors on peut utiliser des vis monocorticales. On peut également jouer sur la polyaxialité qu'offrent certaines plaques verrouillées pour essayer de tirer des vis de part et d'autre de la tige. Il existe également des plaques avec des trous décalés à la partie proximale de la plaque pour visser de part et d'autre de l'implant. Certains fabricants ont également développé des petites plaques de fixation qui se verrouillent dans la plaque d'ostéosynthèse et qui permettent de tirer des petites vis de part et d'autre de la tige. Dans tous les cas, il est recommandé d'utiliser une plaque verrouillée, la plus longue possible, pontant l'implant d'au moins 2 fois le diamètre du fémur. Ça correspond à une longueur d'environ 4 à 6 cm. Des études biomécaniques ont permis de montrer que la tenue des vis dans le manteau de ciment est bonne et que cela n'altère pas la qualité de la fixation de la tige. Les fractures de type C font elles aussi appel à des plaques qui peuvent être des plaques en compression ou associées à des moyens de compression comme une vis interfragmentaire ou un cerclage quand le trait de fracture s'y prête. Il peut également s'agir de plaques pont en cas de fracture comminutive. L'enclouage fémoral rétrograde associé à une plaque de neutralisation peut parfois être utilisé, notamment dans les fractures comminutives distales du fémur, qui sont retrouvées le plus fréquemment chez les personnes âgées. Enfin, il existe des moyens d'ostéosynthèse mini-invasive à l'aide d'ancillaires dédiés qui permettent de réaliser des ostéosynthèses longues sans avoir la nécessité de réaliser des abords extensifs.
Là aussi, il est recommandé l'utilisation de plaques verrouillées, aussi longues que possible. Il est également recommandé d'utiliser une ostéosynthèse percutanée à chaque fois que cela est possible et d'avoir au moins 4 vis de part et d'autre de la fracture, avec si possible l'utilisation d'un trou sur 2 pour obtenir un montage le plus élastique possible. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ici, il a été utilisé un enclouage rétrograde sans y associer une plaque de neutralisation. Et donc ce type de montage expose à des contraintes très importantes dans la zone entre les deux implants et donc à un risque de refracture élevé. Abordons maintenant les différentes possibilités en termes de révision prothétique. Une ostéosynthèse par cerclage est très souvent associée à ces révisions. Abordons maintenant les différentes possibilités en termes de révision prothétique. Plusieurs types de tiges de révision peuvent être utilisées. On peut utiliser par exemple des tiges cylindriques avec un revêtement poreux qui peuvent être verrouillées ou non, ou qui peuvent intégrer une modularité. On peut aussi utiliser des tiges longues cimentées. On peut également utiliser des tiges coniques à fixation distale dans l'isthme fémoral qui permettent ensuite de reconstruire la métaphyse en cas de comminution importante. En cas de fémur proximal non reconstructible avec un stock osseux distal compétent, il peut être utilisé des prothèses massives de reconstruction. Par contre, en cas de fémur proximal non reconstructible avec un stock osseux distal incompétent, on peut parfois faire appel au remplacement fémoral total. Une alternative en cas d'altération du stock osseux mais qui pose le problème de sa disponibilité est l'utilisation d'allogreffes osseuses. Dans tous les cas, il est recommandé d'utiliser une tige qui va ponter le site de la fracture d'au moins 2 fois le diamètre fémoral, d'y associer des cerclages à chaque fois que possible. Il est recommandé chez les personnes de plus de 80 ans d'utiliser des tiges longues cimentées. On réservera l'utilisation de tiges longues cimentées chez les personnes moins âgées. Une tige en press-fit pourrait être utilisée dans les fractures situées au-dessus de l'isthme fémoral. En revanche, pour les fractures situées sous l'isthme fémoral, il est préférable d'utiliser des tiges verrouillées. Pour conclure, il s'agit d'un groupe de fractures intéressant une population bien particulière. Il s'agit des personnes âgées avec une nette prédominance féminine et une incidence plus élevée en cas de tige non cimentée. Il existe 2 classifications à connaître. La classification originelle de Vancouver qui a été modifiée par la Sofcote. Enfin, 3 traitements sont envisageables. Le traitement orthopédique dans de rares cas et le traitement chirurgical qui peut être conservateur par ostéosynthèse ou la révision prothétique. Merci d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité scientifique de notre département en vous abonnant à notre chaîne OrthoStream. Merci et à bientôt.